Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Voici ce qu'il faut tenir de l'actualité. Le Burkina veut se doter d'un nouveau code électoral en phase avec les enjeux politiques actuels. Le document est remis hier aux partis politiques qui doivent y apporter des amendements. La journée mondiale de lutte contre le tabagisme est célébrée aujourd'hui. Le Burkina, qui connaît un taux de tabagisme de 20%, cherche à diminuer la consommation du tabac à travers plusieurs initiatives comme l'unité de sévrage tabagique de l'hôpital Yalagado Ouedraogo. Mais tout d'abord, désignée ambassadrice de bonne volonté du comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles ayant des effets néfastes sur la santé des femmes et des enfants, l'épouse du président du Faso a rencontré hier le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre pour leur présenter cette distinction. Sika Kaboré a profité de l'occasion pour présenter la sud-coréenne Kim Nam-in, distinguée aussi par le CIF. Reportage Pamadrogo Janzongo Nalismadogo. La nouvelle ambassadrice de bonne volonté du comité interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants est venue présenter son attestation au Premier ministre Paul Kabatieba et recueillir, dit-elle, ses bénédictions et ses conseils au site de sa mission. Être ambassadrice du CIF en ce qui concerne la lutte contre la pratique de l'excision, la mission de travailler à l'éradication de cette pratique, de mettre tous les moyens à ma disposition, à la disposition du CIF en œuvre pour éradiquer complètement cette pratique, aussi bien en Afrique que dans tous les pays où l'excision se pratique toujours. Le Premier ministre nous a encouragés, le Premier ministre est partie intégrante lui-même à cette lutte et il promet se mettre à notre service en tant que de besoin pour que nous puissions réussir la mission qui vient de nous être confiée. Une occasion pour Sika Kaboré de présenter Kim Nam-in, désignée également comme ambassadrice de bonne volonté du CIF. La fondation de Madame Kim Nam-in œuvre pour la paix et les mutilations génitales féminines. Mais auparavant, c'est le président de l'Assemblée nationale qui lui a ouvert ses portes. Les deux ambassadrices ont été reçues par le premier vice-président et une forte délégation des femmes de l'hémicycle qui les a rassurées quant à leur disponibilité à les accompagner dans leur mission. Le scrutin du 28 mai dernier terminé, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation ouvre un autre chantier. Il s'agit de la relecture du code électoral qui a nécessité une rencontre entre le département et les partis politiques. La version provisoire du nouveau texte leur a été remise pour amendement. L'objectif est d'associer tous les acteurs politiques à la relecture de ce document. Roger Kam, Abouaka Sagnon, reportage. Dans ces clés USB mises à disposition des représentants des partis politiques, l'avant-projet du nouveau code électoral. Le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation attend en retour les observations et les amendements des acteurs politiques. Une démarche inclusive dont l'objectif est l'élaboration d'un code électoral consensuel qui sera à l'abri des révisions et des contestations. Les enjeux socio-économiques et politiques des élections, qu'elles soient nationales ou locales, engagent fortement à ne pas faire l'économie de vos observations, remarques, suggestions, propositions et amendements que vous jugerez utiles pour la rédaction d'un code qui constitue un gage solide de sécurisation et de stabilisation des processus électoraux au Burkina Faso. Le document a déjà été amendé par le Conseil constitutionnel, la CENI, le Conseil supérieur de la communication, les ministères en charge de la justice et des finances, ainsi que le CEFOP et la majorité présidentielle. Ils se sont tenus au grand regroupement des partis, à savoir la mouvance présidentielle et le CEFOP, mais il y a lieu de le marteler. Il n'y a pas que ces deux entités-là qui sont des animateurs de la vie politique. Nous allons faire parvenir nos observations et amendements au ministère. Les partis politiques ont un délai d'une semaine pour faire leurs amendements car la relecture du code électoral se fait également dans la perspective de l'organisation du référendum sur la constitution de la Ve République.
Selon le ministère en charge de l'administration territoriale, cette relecture était nécessaire car l'ancien code ne comporte aucune disposition relative à l'organisation d'un référendum. Le Burkina a adhéré en 2013 à la stratégie de gestion axée sur les résultats du développement. Une stratégie qui met l'accent sur les résultats avant l'élaboration du budget programme. Pour permettre aux acteurs de développement de s'approprier cette stratégie, une rencontre se tient à Ouagadougou. Le gouvernement, pour sa part, s'engage à travers une déclaration à promouvoir la stratégie à tous les niveaux de l'administration. Reportage Yacouba Gamene, Mamouna Traoré. C'est une rencontre pour sensibiliser les leaders politiques et administratifs, ceux du secteur privé et de la société civile, à l'importance de la gestion axée sur les résultats pour le développement et à la nécessité de favoriser la mise en œuvre d'initiatives à résultats rapides. Le mécanisme a produit des résultats positifs dans des pays comme le Madagascar. Dans le conseil, il y a plusieurs éléments. C'est d'abord dire qu'il y a une obligation de rendre compte. Le deuxième élément, c'est l'aspect aussi de l'utilisation rationnelle des ressources. Et le troisième élément, c'est dire que autant nous avons des résultats à atteindre dans un délai donné, avec des ressources que nous allons mettre en branle, c'est aussi réaliser des résultats à impact rapide et visible par les populations. Le Burkina Faso a adhéré au processus en 2013 et bénéficie de l'appui de la Banque africaine de développement. Dans une échelle de 1 à 5, nous sommes proches de 4. Donc je crois que des effets, des actions sont importantes qui ont été engagées au Burkina Faso. Et au niveau du plan national de développement économique et social, ce n'est pas des engagements et des objectifs vagues. On a dit exactement ce que nous voulons réaliser à l'horizon 2020. La Banque africaine de développement souhaite aussi voir des résultats parce que ce n'est pas juste une banque commerciale qui fait du business quand elle fait des prêts. C'est une banque de développement. Donc lorsque le conseil d'administration de la banque approuve un prêt au Burkina Faso ou à un autre pays, il souhaite que les résultats soient tangibles. Par la signature de cette déclaration, le Burkina Faso s'engage à promouvoir la culture des résultats à tous les niveaux de l'administration. Le gouvernement burkinabé pense de plus en plus à un référentiel national d'indemnisation des personnes affectées par les aménagements et les projets d'utilité publique ou d'intérêt général. L'objectif est de définir des barèmes d'indemnisation, les conditions et le contexte dans le but d'indemniser à juste titre les personnes affectées. Ainsi, les contestations et autres remous pourront être évitées. Alidou Badini, Moumouni Soubega. La mise en œuvre des grands chantiers de réalisation des travaux d'aménagement et des projets d'utilité publique ou d'intérêt général ne se passe pas sans difficulté. Elle entraîne le plus souvent des manifestations des populations qui réclament une indemnisation. Pour en finir avec cette situation, un groupe de travail interministériel a été mis en place par le gouvernement pour définir un référentiel national d'indemnisation de ces personnes affectées. Vous savez, c'est normal lorsque on doit mettre en place un projet, par exemple des barrages et même pas mal d'autres choses. Il y a même le secteur minier également. Lorsque vous devez déplacer des populations, bon, c'est pas toujours simple. Lorsque, en tout cas, c'est pas bien encadré, ça pose énormément de problèmes. Alors donc, je pense qu'avec ce document, en tout cas, l'intérêt général sera pris en compte. La présente rencontre réunit des représentants des départements ministériels, des parlementaires, des OSC, des ONG, des collectivités et des partenaires techniques et financiers. Ils ont pour mission d'enrichir et d'adopter le référentiel. Un référentiel qui doit prendre en compte les grilles et les barèmes, le contexte et les conditions d'indemnisation. La vision du gouvernement, c'est d'indemniser à juste titre les personnes affectées et d'éviter les revendications qui affectent le climat social et la mise en œuvre des projets de développement. Un dîner en guise de revoir a été servi hier soir à la représentante résidente de la Banque africaine de développement au Burkina en fin de mission. Cette soirée a permis aux autorités burkinabées de revenir sur les 6 projets qui ont été mis en œuvre sous Antoinette Boutoumibira. Parmi ces projets, celui de la transformation des amendes de carité par les groupements ruraux. Il y a aussi le projet d'électrification qui a permis à 159 localités du Burkina d'avoir du courant électrique. Roger Bebamba, Ismaël Djiloma, Sirima. Un toast et des accolades ponctués de remises de cadeaux pour dire au revoir à la représentante résidente de la Banque africaine de développement.
Occasion pour le ministre de l'économie et des finances de rappeler un bout du programme réalisé par Antoinette Batoumobira. Le portefeuille actif de la Banque africaine de développement au Burkina Faso comprend à ce jour 13 opérations d'un montant total d'environ 276 milliards de francs CFA pour le financement d'un projet sous-régional et de 12 projets nationaux. Parmi les opérations, 6 d'entre elles, d'un montant d'environ 62 milliards de francs CFA, représentant un peu plus de 25% du montant global, ont été effectives sous votre mandat. Pour tous ces services rendus au peuple burkinabé, la représentante résidente de la Banque africaine de développement est faite chevalier de l'Ordre national. Permettez-moi à cette occasion de m'adresser directement à vos collaborateurs, aux coordonnateurs de projets, qui dans nos relations quotidiennes de travail ont fait montre d'ouverture et de dialogue, de disponibilité et de professionnalisme. Avec eux et avec mes collègues du bureau de la Banque africaine de développement, je voudrais partager cette décoration. Avant de se quitter, le ministre en charge de l'économie a demandé à Antoinette Batoumobira de mettre en priorité sur la table de son successeur le projet de transformation du coton burkinabé. Mise en service lundi dernier de la ligne de 90 kV entre Ouagadougou et Wayuguia, cet ouvrage permet de transporter l'électricité au profit des villes de Boussé et de la région du Nord. Il a été construit grâce à un financement de l'Agence française de développement avec une enveloppe de 12 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Énergie a procédé à cette mise en service qui va résoudre le problème de sécurisation des zones éloignées de la capitale. Irénée Kabore-Moussaki à Wayuguia. Voici les nouvelles installations de l'interconnexion Ouagadougou-Waïguia. Le raccordement est fait depuis le poste des Aktouli et sa capacité de transport est estimée à 20 MW. Un chiffre nettement supérieur à la consommation de la région du Nord qui est de 6 MW selon les techniciens de la Sonabel. On a une ligne qui est raccordée à partir des Aktouli, du poste des Aktouli, qui arrive donc à alimenter toute la région à partir donc de la production de Ouaga. Voilà. Et aujourd'hui, cette ligne est mise en service et elle résout une bonne partie des problèmes de la région du Nord. Elle permet surtout de sécuriser parce que vous savez que fréquemment, la ligne 33 kV qui existait entre Waïguia et Ouaga tombait en panne. La France, à travers son agence française de développement, a appuyé l'État burkinabé pour la construction des infrastructures et l'acquisition du matériel dont le montant est estimé à plus de 12 milliards de francs CFA. Nous avons décidé de le financer parce que ça nous paraît être un projet tout à fait nécessaire, indispensable, etc., qui rentre parfaitement évidemment dans les besoins du Burkina Faso, tels qu'ils ont été déclinés par différents plans, puis dernièrement par le PNDES, même si ce projet est antérieur au PNDES évidemment. Et donc ça rentre complètement dans la politique que la France mène au Burkina Faso en matière de coopération pour faciliter le développement de toutes les régions. Une réalisation qui s'étend sur plus de 174 km et qui permet la sécurisation de Boussé et de la région du Nord à partir de la production électrique de la capitale. La journée internationale de lutte contre le tabagisme est célébrée aujourd'hui, une journée instituée pour attirer l'attention sur les dangers du tabagisme dont le taux de prévalence est d'environ 20% au Burkina. Ce taux pourrait connaître une augmentation si rien n'est fait pour décourager les fumeurs ou leur ôter l'envie. À l'hôpital Yalgado-Ouedraogo existe une unité de sévrage tabagique ouverte depuis février dernier. Zoom sur cette unité avec Kosoum Koulibaly et Maïmouna Traoré. Cet homme fume 30 à 40 cigarettes par jour. Il l'a avoué au centre de sevrage tabagique. Pato Zongo a commencé à fumer par plaisir. Aujourd'hui, c'est son souci majeur. Dans son entourage, les cas de décès dus au tabagisme l'inquiètent. Mais ses tentatives d'abandonner ce qu'il appelle désormais un vice demeurent vaines. Par le biais d'une radio de la place, il apprend l'existence de ce centre. Je vois des gens mourir autour de moi. Quand je travaille, je me fatigue très vite. Cela est certainement dû à la cigarette. Il est temps pour moi de cesser de fumer. Contrairement à Pato Zongo, ce patient a pu cesser de fumer de lui-même. Dans la journée, je ne fume plus. Moi, mon problème, c'est la nuit là. Comme la nuit, je travaille dans une boîte de nuit. Donc,
Si j'arrive seulement, les amis qui fument, s'ils me donnent Kara seulement là, c'est déclenché. Je peux fumer jusqu'à demain matin. Mais pour le moment, dès là, j'ai tous même plus. Au centre de sevrage tabagique, la prise en charge commence avec l'évaluation de la dépendance du patient au tabac. Vous êtes reçu soit par un infirmier et vous êtes référé vers un médecin qui va vous recevoir et évaluer votre dépendance au tabac et voir maintenant quelle stratégie on va mettre en place pour vous accompagner dans votre décision d'arrêter de fumer. Et donc, on va en même temps aussi rechercher s'il n'y a pas déjà des maladies liées au tabagisme. Et on va l'accompagner pour son sevrage. Soit ce sera un accompagnement avec des médicaments à prendre, soit ce sera sans médicaments, tout dépend du degré de dépendance. Et c'est à partir de cet instant que commence le sevrage proprement dit. Ceux qui sont moyennement à fortement dépendants, il faut que forcément on les accompagne avec des médicaments qui contiennent de la nicotine pour justement éviter donc ce contact avec la cigarette notamment. Donc en fonction du nombre de cigarettes fumées par jour, par exemple, on va estimer le nombre de gommes ou de patchs qu'on met sur la peau pour aider la personne donc à ne pas ressentir ce besoin de fumer. Et on accompagne la personne, puisqu'il faut l'accompagner pendant 12 mois avant d'être sûr qu'elle a quitté donc le cycle de la dépendance au tabagisme. Dès qu'on arrive maintenant à avoir un arrêt net, on essaie donc d'accompagner la personne par des conseils et surtout le conseil psychologique. La prise en charge peut aller au-delà du sevrage si le patient présente une pathologie liée au tabagisme. Si c'est des maladies respiratoires, ces personnes seront orientées vers le service de pneumologie. Si c'est des maladies cardiovasculaires, on va orienter les patients vers la cardiologie pour une prise en charge. Si c'est des maladies psychiatriques, ou autres, on les oriente. Au Burkina Faso, la prévalence du tabagisme est d'environ 20% et ce taux pourrait s'accroître. Ce centre se présente donc comme une solution pour de nombreux fumeurs, car comme le dit le professeur Georges Ouedraogo, le tabagisme est la première cause de mortalité. Lancement hier du Fonds de développement culturel et touristique pour soutenir le financement des acteurs du monde de la culture et du tourisme. Le fonds octroie des solutions de financement de 10 millions pour les subventions, 50 millions pour les prêts et au-delà, le fonds se constituera en garantie auprès des banques et institutions financières. Paul David Bambara, Oumar Zombré, reportage. Désormais, les opérateurs culturels et touristiques n'auront plus à s'en faire pour trouver des financements pour la réalisation de leurs projets. Ils auront à leur côté le FDCT, le Fonds de développement culturel et touristique, pour les accompagner. La problématique du financement des activités de nos opérateurs culturels a été posée depuis très longtemps et on ne peut pas résoudre cette question à travers des actions ponctuelles. Il faut la mise en place d'un mécanisme périn et cela trouve sa réponse à travers la mise en place du Fonds de développement culturel et touristique. Cette année, 900 millions de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir les initiatives culturelles et touristiques. Mais avant de toucher à ces fonds, il faut satisfaire aux conditions requises. D'abord, il faut être une structure organisée, c'est-à-dire soit une entreprise, soit une association, pour bénéficier. Donc, d'office, les individus sont exclus en tant que tels. Le Fonds de développement culturel et touristique propose 3 types de services, à savoir des subventions, des prêts et une garantie auprès des banques. C'est vraiment salutaire pour le secteur de la culture et du tourisme de pouvoir accéder à ces 3 niveaux de services que nous offre le fonds. À l'horizon 2021, le Fonds de développement culturel et touristique envisage mobiliser près de 22 milliards de francs CFA pour soutenir les projets. Mais en attendant, le ministre de la Culture appelle tous les amoureux de la culture et du tourisme à mettre la main dans la poche à travers des financements réguliers pour faire du FDCT un fonds viable et pérenne. La journée internationale des casques bleus célébrée le 29 mai a donné l'occasion de la tenue d'un panel organisé par le Centre d'information des Nations Unies. Il a porté sur les enjeux des opérations de maintien de la paix et la participation du Burkina. Environ 3000 casques bleus burkinabés sont présents sur plusieurs théâtres de conflit à travers le monde, ce qui fait du Burkina le 7e contributeur de troupes des Nations Unies. Jean-Eudes Bayala ou Moussissé. Le 29 mai de chaque année est célébrée la journée internationale des casques bleus de l'ONU, une journée instaurée depuis 2002.
Au Burkina Faso, elle est célébrée cette année à travers un panel sur les enjeux des opérations de maintien de la paix et la participation du Burkina. À la date du 30 avril 2017, plus de 100 000 casques bleus sont déployés dans ces opérations de maintien de la paix. C'est de rendre hommage à tous les casques bleus qui interviennent ou qui sont déjà intervenus sur les opérations de maintien de la paix dans le monde. Le deuxième objectif, c'est de saluer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Et en cela, il suffit de rappeler que rien qu'en 2016, nous avons perdu 117 éléments dans le cadre de maintien de la paix, dont malheureusement 5 éléments burkinabés. Avec plus de 2900 casques bleus, le Burkina Faso est le 7e contributeur de troupes des Nations Unies. À ce niveau même, la GSP n'est pas prise en compte. Et sinon, on ajoutait la GSP. Et vous savez qu'au niveau mondial, notre participation au niveau des GSP, nous tournons autour de la variant, soit première ou deuxième rang mondial de façon permanente. Donc ça veut dire que de façon générale, notre participation est très active et très positive. En plus du personnel en uniforme, des agents civils internationaux interviennent aussi dans les opérations de maintien de la paix. Terminons par la revue de presse. Les sanctions de l'Union européenne contre des responsables congolais, la situation des droits de l'homme au Burkina sont entre autres sujets développés aujourd'hui par les journaux. La commémoration de la journée des casques bleus est aussi évoquée. Vincent Tiendrebeo. L'histoire des opérations de maintien de paix comptée dans la presse à l'occasion de la journée internationale des casques bleus. Selon Sidoya, tout commence en 1948 avec la première mission de maintien de paix de l'ONU en Palestine. À l'origine, les soldats n'étaient déployés que lorsque les conditions d'un cessez-le-feu étaient obtenues. Mais de nos jours, ces missions entreprennent des opérations de prévention, de rétablissement, d'imposition et de consolidation de la paix, nous explique le journal. Et ajoute qu'à ce jour, plus de 100 000 personnels civils et militaires sont déployés à travers le monde pour 16 opérations de maintien de paix, toujours en cours. Et en analysant la contribution des États, l'observateur Palga tire la conclusion que ce sont les moins nantis qui envoient les hommes et les plus riches financent. Et le Burkina Faso, très engagé dans ces opérations, est le 7e contributeur en personnel, soit près de 3000 éléments déployés à la date du 30 avril 2017, ajoute le journal. Le pays ouvre ses colonnes à l'Observatoire de la démocratie et des droits de l'homme et son président Loukman Sawadgo déplore une régression sérieuse en matière de droits de l'homme au Burkina Faso. Il en veut pour preuve l'actualité de Kogluego, les cas de justice sommaire, d'impunité dans la malgouvernance. Et l'État en est responsable en tant que garant de ses droits de par sa puissance publique. Sanctions contre des hauts responsables congolais. L'Union européenne contourne le centre et frappe en périphérie, commente le pays, à propos de la mesure punitive contre les 9 proches de Joseph Kabila. Pour le journal, cette mesure est à saluer d'autant que les personnes visées sont nuisibles à l'intérêt général. Mais et Kabila dans tout ça, s'interroge-t-il? On ne peut pas comprendre que l'UE s'en prenne à du menu fretin et épargne le gros poisson, affirme le pays. Sidouaya se préoccupe avec les Nigérians de la santé du président Bouhari. Ses rendez-vous avec les médecins ont pris une part importante dans son agenda au détriment des affaires publiques. La charge présidentielle requiert le plein d'énergie et Bouhari gagnerait à assumer sa maladie et à s'effacer du pouvoir, commente le journal. Merci d'avoir suivi le journal qui se referme. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTP.